Mon ex-femme et son petit ami ont ri pendant notre divorce, jusqu'à ce que la décision finale du juge leur efface le sourire du visage. Salut à tous. J'ai 32 ans, je suis un homme, et j'ai vraiment besoin de sortir tout ça de ma poitrine. Il s'agit de mon divorce et, honnêtement, ça me ronge depuis un moment maintenant. Je travaille comme mécanicien depuis 10 ans. J'ai commencé juste après avoir terminé l'école technique. Je travaille dans un atelier assez réputé en ville, enfin, je devrais dire je travaillais là-bas, mais j'y reviendrai plus tard. Je répare des voitures depuis l'âge de 16 ans, en apprenant avec mon oncle dans son garage. Après l'école technique, j'ai obtenu mes certifications et tout le reste. Beaucoup de gens pensent qu'être mécanicien, c'est juste changer de l'huile et basta, mais c'est bien plus que ça. Aujourd'hui, les voitures sont pratiquement des ordinateurs sur roues, et il faut vraiment savoir ce qu'on fait. C'est un travail honnête, et ça paie les factures. Et surtout, j'adore ce métier. J'ai rencontré Sarah, ce n'est évidemment pas son vrai prénom, il y a environ 7 ans, quand elle a amené sa voiture à l'atelier pour des réparations. Avec le recul, j'aurais dû voir les signes dès le premier jour. Elle n'arrêtait pas de répéter que sa voiture était haut de gamme et qu'elle nécessitait une attention particulière. Je me souviens avoir pensé qu'elle était un peu prétentieuse, mais franchement, quand elle a souri, j'ai tout oublié. Elle travaillait dans une agence de marketing très chic en centre-ville, toujours habillée de costumes hors de prix et portant des sacs de marque dont je n'arrivais même pas à prononcer le nom. Je ne vais pas mentir. Au début, je me sentais vraiment chanceux qu'une femme comme elle s'intéresse à quelqu'un comme moi. Je gagnais bien ma vie, mais je rentrais tous les jours avec de la graisse sous les ongles. Vous voyez ce que je veux dire? On a commencé à sortir ensemble, et au début, tout se passait plutôt bien. Elle semblait vraiment intéressée par ce que je faisais, me posait des questions sur les voitures et tout ça. Parfois, elle apportait le déjeuner à l'atelier, et mes collègues plaisantaient en disant que j'avais réussi à décrocher une petite amie super classe. Je pensais qu'elle était différente de ces profils corporate typiques qui regardent de haut les travailleurs manuels. Malgré nos différences, je croyais qu'on avait quelque chose de spécial. Elle me disait souvent combien elle admirait mon éthique de travail et qu'elle aimait le fait que je suive ma passion. Après environ 2 ans de relation, on s'est mariés. On a eu un mariage de taille correcte, principalement payé par ses parents, même si j'ai contribué autant que je pouvais. Son père semblait plutôt correct avec moi au début. C'était un gros promoteur immobilier, mais il faisait comme s'il respectait le fait que je travaille de mes mains. C'est probablement pour ça qu'il a accepté de se porter garant pour le prêt de ma maison. Oui. J'ai acheté la maison avant qu'on se marie. J'avais économisé pendant des années, vivant dans un minuscule appartement, mettant de côté chaque euro gagné avec des petits boulots en plus. La maison n'avait rien d'extraordinaire. 3 chambres, 2 salles de bain, un jardin correct. Mais elle était dans un bon quartier, et j'étais fier de pouvoir me l'offrir. Le fait que son père co-signe m'a permis d'avoir un meilleur taux d'intérêt, mais j'ai payé chaque mensualité moi-même. Je n'en ai jamais manqué une seule. Sarah semblait enthousiaste au début, parlant de la façon dont on pourrait la rénover ensemble et en faire notre chez nous. Puis elle a commencé à faire de petites remarques, surtout quand ses collègues venaient à la maison, ce qui arrivait rarement. Elle disait des choses comme « on prévoit de déménager bientôt dans un meilleur quartier » ou « ce n'est qu'une maison de départ ». Ça me donnait l'impression que tout ce pourquoi j'avais travaillé si dur n'était pas suffisant. J'ai vite remarqué qu'elle n'aimait pas dire aux gens ce que je faisais comme métier. Lors des soirées de son bureau, quand elle m'y emmenait, elle me présentait comme « chef d'entreprise dans le secteur automobile ». Techniquement, c'est devenu vrai plus tard, mais à l'époque, j'avais l'impression qu'elle avait honte de dire simplement que j'étais mécanicien. Ma sœur Jenny a vu clair dans le jeu de Sarah dès le début. Elle passait parfois à l'atelier pour faire vérifier sa voiture, et un jour elle m'a dit « je n'aime pas la façon dont elle te regarde, comme si tu étais un projet à améliorer ». J'ai balayé ça d'un revers de main, parce que bon, les sœurs, vous connaissez, elles pensent toujours que personne n'est assez bien pour leur frère. La première année de mariage était correcte, je suppose. On avait nos routines. Je travaillais à l'atelier de 7h à 18h, parfois plus tard quand on avait des réparations compliquées. Sarah travaillait de 9 à 17h, mais restait souvent tard pour des réunions clients ou des événements d'équipe. J'aurais dû faire plus attention à ces soirées tardives, mais j'étais occupé à suivre des cours de gestion au collège communautaire. Je ne lui en ai pas parlé, parce qu'elle se moquait toujours de toute tentative d'amélioration personnelle qui n'impliquait pas que je quitte l'atelier. Avec le recul, je vois clairement tous les signaux d'alarme. La façon dont elle fronçait le nez quand je rentrais avec des taches de graisse sur mes vêtements. Le fait qu'elle ait arrêté de passer du temps dans le garage quand je travaillais sur ma voiture de projet. Les suggestions constantes de retourner à l'école pour avoir une vraie carrière. Mais vous savez ce qu'on dit du recul. Les choses ont vraiment commencé à se détériorer environ 2 ans après notre mariage. Sarah a été promue dans son agence de marketing, et c'est laquelle est devenue absolument insupportable. Elle rentrait à la maison en parlant de dîners clients chics et d'événements professionnels, mentionnant toujours ce type, Marc, qui l'avait tellement aidé à obtenir la promotion. Je me souviens très bien d'une soirée en particulier. Elle est rentrée très tard, vers 23h, portant une nouvelle robe que je n'avais jamais vue. Quand je lui ai demandé ce que c'était,
Elle m'a dit qu'il y avait eu une réunion client urgente et qu'elle avait dû aller acheter une tenue appropriée. Elle m'a fait passer pour un idiot simplement parce que j'avais posé la question. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à faire des remarques étranges sur la maison. Mon beau-père, celui qui avait co-signé le prêt, venait dîner chez nous, et il discutait de la valeur des biens immobiliers et de la façon dont je freinais Sarah parce que je ne voulais pas déménager dans un quartier plus huppé, juste devant moi, à table. Et elle restait là, à hocher la tête, pendant qu'il expliquait que sa signature sur le prêt lui donnait un droit de regard sur ce qui arrivait à la maison. Le pire, c'était la façon dont elle traitait mon travail. Un jour, un client très riche a amené sa Ferrari pour des réparations. La plupart des garages de la ville n'y auraient pas touché, mais j'ai les certifications pour les voitures de luxe. Sarah a dit à ses amis que je jouais avec des jouets chers, au lieu de me concentrer sur une vraie carrière. Pendant ce temps-là, je gagnais énormément d'argent grâce à ces réparations spécialisées, mais elle n'a jamais pris la peine de s'y intéresser. Je riais de tout ça au début, mais à force, ça a commencé à me peser. Et puis il y a eu les soirées professionnelles. Franchement, un cauchemar. Il y en a eu une en particulier, une soirée de Noël très chic dans un hôtel de luxe du centre-ville. J'avais dépensé beaucoup d'argent pour un beau costume afin de m'intégrer à son milieu. Toute la soirée, elle me laissait seule pendant qu'elle traînait avec ses collègues. Son entourage professionnel était spécial. Que des types en costume hors de prix parlant de leur portefeuille d'investissement et de leur maison de vacances. L'un d'eux m'a même demandé si je connaissais un bon mécanicien fiable juste après que Sarah m'ait présenté comme son mari. Elle a simplement éclaté de rire, pendant que je restais là, me sentant comme un parfait étranger. La distance entre nous n'a fait que s'agrandir après cette soirée. Avant, on dînait au moins ensemble presque tous les soirs, mais désormais, elle travaillait tard de plus en plus souvent. Quand elle était à la maison, elle avait l'air absente, toujours à vérifier son téléphone ou son ordinateur portable. J'ai essayé de proposer des soirées en amoureux ou des escapades le week-end comme on le faisait avant, mais il y avait toujours une urgence professionnelle ou une réunion client qui venait tout gâcher. J'ai commencé à remarquer qu'elle envoyait des messages en permanence, gardant toujours son téléphone face cachée, sortant de la pièce pour prendre des appels. Les grands classiques, non. Mais je n'arrêtais pas de me dire que j'étais juste parano. Après tout, elle était désormais cadre dans le marketing. Évidemment qu'elle devait avoir beaucoup d'appels professionnels. Les vrais problèmes ont commencé quand son frère s'en est mêlé. Ce type a toujours été un sacré numéro. Il a amené sa voiture une fois dans mon atelier et s'attendait à ce que je la répare gratuitement parce que nous étions de la famille. Quand je lui ai dit qu'il devait payer comme tout le monde, il est allé pleurnicher auprès de Sarah en disant que j'étais difficile. Elle a pris son parti, affirmant que je devais aider la famille puisque, de toute façon, je ne faisais que des réparations simples. Mon beau-père est devenu encore pire lui aussi. Il a commencé à débarquer à l'atelier sans prévenir, à me poser des questions sur mes finances, à vouloir voir les documents concernant les paiements de la maison, prétendant qu'il protégeait son investissement puisque son nom figurait sur le prêt. Peu importait que je n'ai jamais raté un seul paiement. Je travaillais tard presque tous les soirs, en partie pour éviter de rentrer à la maison et me disputer encore à propos de mon soi-disant manque d'ambition, et en partie à cause des cours de gestion que je suivais. Sarah ne m'a jamais demandé pourquoi je rentrais tard. Elle pensait sûrement que je travaillais simplement sur des voitures. Elle faisait parfois des remarques sarcastiques sur le fait que j'avais choisi la graisse et les boulons plutôt qu'elle. Le point de rupture est arrivé lors de l'une des fêtes d'été de son entreprise. Ils avaient loué un bar sur un rooftop très chic, et Sarah a insisté pour que je vienne. Elle disait que ça compenserait le fait que j'avais manqué les derniers événements du bureau, ce qui était faux. Elle disait juste aux gens que je n'étais pas venu. En entrant, je l'ai vu debout, très proche d'un grand type en costume hors de prix. J'ai appris plus tard qu'il s'agissait de son collègue, Marc. La façon dont ils se sont brusquement éloignés en me voyant, disons simplement que je ne suis pas aussi stupide que Sarah le pensait. Je savais que quelque chose clochait, mais je n'avais pas encore de preuves. Je ne suis pas du genre à fouiner, mais après cette soirée professionnelle, je ne pouvais plus ignorer ce qui se passait. J'ai commencé à faire attention aux habitudes. Chaque jeudi, elle restait tard au bureau, mais sa voiture n'était jamais sur le parking quand je passais devant. Puis il y a eu les relevés de cartes bancaires. Soudain, plein de dépenses dans des restaurants dont je n'avais jamais entendu parler. Toujours pour 2 personnes. Toujours le jeudi. Quand je lui ai posé la question, elle s'est mise sur la défensive, disant que c'était des rendez-vous clients. Drôle de coïncidence que ces réunions aient toujours lieu dans des restaurants romantiques du centre-ville. Un jour, en relevant le courrier, j'ai trouvé une enveloppe provenant d'une bijouterie, l'un de ces magasins chics du centre-ville où tout coûte plus cher que ma première voiture. À l'intérieur, il y avait un reçu pour une montre pour homme. Mon anniversaire était loin, et Sarah ne m'avait jamais acheté de bijoux auparavant. Elle disait toujours que ce n'était pas pratique pour un mécanicien de porter des choses de valeur. Quand j'ai essayé de lui parler de tous ces changements, Sarah a retourné la situation contre moi, disant que j'étais insécure et contrôlant, lançant des pics sur le fait que je devenais obsessionnel et paranoïaque. Chaque fois que je soulevais quelque chose qui n'avait pas de sens, elle prenait cet air condescendant, comme si j'étais un gamin en train d'inventer des histoires. Plus j'insistais, plus elle se détachait, passant encore plus de temps au bureau.
J'en étais arrivé à un point où je reconnaissais à peine la femme que j'avais épousée. Mais la véritable preuve est venue d'une fille de son bureau. Appelons-la Amy. Elle est venue à mon atelier pour une vidange et a semblé surprise de me voir. Elle a dit quelque chose comme « Oh, je pensais que vous étiez déjà séparés ». Quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, elle m'a expliqué que tout le monde au bureau savait pour les déjeuners spéciaux de Sarah et Marc. Apparemment, ils ne cherchaient même plus à se cacher. Amy a aussi mentionné que Sarah disait au travail que nous étions séparés et que nous ne vivions plus ensemble. Pendant ce temps-là, moi, je rentrais encore tous les soirs pour préparer le dîner, qu'elle ne mangeait jamais, et je payais toutes les factures. J'ai découvert qu'elle avait même retiré son alliance au travail, disant qu'elle ne correspondait pas à son image professionnelle. C'est difficile à décrire ce que l'on ressent quand toute sa vie se révèle être un mensonge. Je savais que ça allait arriver. Chaque souvenir a commencé à me paraître souillé. Les nuits passées à l'attendre, toutes les fois où je l'avais défendue auprès de ma famille quand ils disaient qu'elle changeait, même ce costume hors de prix que j'avais acheté pour la fête de Noël. Je vivais dans une sorte d'univers parallèle, où j'essayais encore de sauver notre mariage alors qu'elle expliquait déjà partout qu'il était terminé. Le pire, ce n'était même pas la trahison. C'était de réaliser tout l'effort qu'elle avait mis à me faire passer pour l'idiot naïf incapable de voir ce qui se déroulait juste sous ses yeux. J'ai commencé à rassembler des preuves, sachant que notre mariage était déjà mort, mais déterminé à ne pas la laisser m'écraser comme elle l'avait fait pour tout le reste. Un ami à moi, qui est policier, m'a aidé à mettre en place un système, documenter les dates, les heures, les dépenses suspectes, des captures d'écran de sa localisation prouvant qu'elle n'était pas là où elle prétendait être. Chaque nouvel élément ressemblait à un clou de plus dans le cercueil de notre mariage, mais au moins, cette fois, c'est moi qui tenais le marteau. Ils avaient tout un système bien rodé. Elle me disait qu'elle avait des conférences marketing le week-end, mais en réalité, elle le retrouvait dans un hôtel chic du centre-ville. J'ai trouvé les reçus de ça aussi. Elle avait par erreur utilisé notre carte commune au lieu de la sienne. Erreur d'amateur. Ce qui m'a vraiment achevé, ce sont les captures d'écran trouvées sur son ordinateur portable, des maisons qu'ils regardaient ensemble. De grandes maisons luxueuses, dans les quartiers les plus chers de la ville. Dans leurs messages, ils riaient en parlant de la façon dont ils pourraient se les offrir une fois débarrassés du « poids mort ». Je suis presque certain que ça me désignait. Ma sœur Jenny est passée un jour à l'atelier et m'a trouvé dans un sale état. Je dormais mal, forcément. Elle a vu toutes les preuves que j'avais accumulées et m'a dit qu'il me fallait un avocat, rapidement. Elle connaissait un type spécialisé dans les divorces, et elle m'a dit qu'il avait déjà traité des affaires comme la mienne. Malgré tout, j'ai continué mes cours de gestion, à rester tard à l'atelier, à réparer des voitures. Un soir, elle est rentrée assez tôt pour me surprendre en train d'examiner des documents financiers à la table de la cuisine. Encore des factures de réparation, a-t-elle demandé avec son sourire condescendant. Oui, j'essaie juste de tout suivre, ai-je répondu en glissant mes devoirs d'école de commerce sous une pile de vrais papiers de l'atelier. Tu sais comment c'est, pour nous, les simples mécaniciens. Elle a soupiré de manière théâtrale. Tu sais, si tu me laissais gérer les comptes comme je te l'ai proposé, après tout, j'ai un MBA. Oh, je ne voudrais pas t'embarrasser avec les petits problèmes de mon atelier, ai-je répondu, en pensant au cours d'évaluation d'entreprise que je venais de réussir haut la main. Et puis, tu es tellement occupé avec toutes ces réunions tardives ces temps-ci. D'ailleurs, comment s'est passée celle de ce soir? C'était productif, a-t-elle répondu, soudain très absorbée par son téléphone. On travaille sur quelque chose d'important. J'en suis sûr, ai-je marmonné en rangeant mes papiers. Eh bien, ne te laisse pas distraire de tes importantes responsabilités de cadre. Moi, je vais me contenter de ce que je sais faire le mieux. Elle m'a lancé ce regard plein de pitié que j'en étais venu à détester, puis elle est partie. Qu'elle me prenne pour le mécanicien idiot. Elle n'avait aucune idée de ce que je préparais. Et honnêtement, c'était mieux ainsi. Pendant qu'elle méprisait mon métier, je construisais silencieusement quelque chose de bien plus grand. Mais la goutte d'eau a été quand j'ai vérifié notre compte épargne commun et que je l'ai trouvé presque vide. Elle avait transféré la quasi-totalité de l'argent ailleurs, laissant juste assez pour couvrir les factures mensuelles. Quand je l'ai confrontée, elle a affirmé qu'elle investissait dans son avenir. Elle n'essayait même plus de le cacher. C'est là que j'ai finalement appelé l'avocat. La rencontre avec lui a été révélatrice. Il a passé en revue tout ce que j'avais rassemblé et m'a dit que j'avais un dossier solide, surtout parce que notre État prend l'infidélité en compte dans les procédures de divorce. Il m'a aussi conseillé de continuer à agir normalement pendant qu'il préparait les documents. Et ça, c'était sans doute la partie la plus difficile. Pendant 2 semaines, j'ai dû faire comme si tout allait bien. Chaque matin, je regardais Sarah se préparer pour le travail en sachant qu'elle allait voir Marc. Elle rentrait tard, et je devais écouter ses mensonges sur de prétendues réunions clients. J'ai même dû supporter un dîner avec ses parents un soir, où ils ont passé tout le repas à expliquer que je devais céder une partie de la maison à Sarah, pour sa sécurité. L'avocat m'a suggéré d'obtenir des preuves des exigences de son père concernant la maison. Alors j'ai commencé à enregistrer nos conversations. C'était légal dans mon état avec le consentement d'une seule partie. J'ai obtenu des choses très intéressantes. Lui disant littéralement, sur le ton de la plaisanterie, qu'il me rendrait la vie difficile si je ne donnais pas à Sarah ce qu'elle voulait.
Puis est arrivé le jour où tout a explosé. C'était un jeudi ordinaire, la fameuse soirée où Sarah rentrait toujours tard. Mon voisin d'à côté m'a appelé à l'atelier. Je pense que tu devrais le savoir. Sarah vient d'arriver avec un homme que je n'ai jamais vu. Ils sont entrés ensemble. Je savais exactement de qui il s'agissait. Mes mains étaient calmes quand je suis rentré chez moi. Étrange comme on peut être serein quand on se retrouve enfin face à quelque chose qu'on savait inévitable. Je suis entré et je les ai trouvés dans la cuisine. Sarah et Marc. Ses mains à lui sur sa taille. L'expression de son visage quand elle m'a vu debout là, je ne l'oublierai jamais. Sortez, ai-je dit calmement. Tous les deux. Maintenant. Le visage de Sarah est passé de la surprise à la colère en une seconde. C'est aussi ma maison. Tu n'as pas le droit. La maison que j'ai payée, ai-je répondu, toujours de cette voix posée qui semblait la rendre encore plus furieuse. Tu as 30 minutes pour faire un sac et partir. Marc s'est éclipsé pendant que Sarah hurlait à propos de ses droits. Elle criait encore quand elle a appelé son père. 20 minutes plus tard, le SUV de son père a déboulé dans notre allée en crissant. Son frère Tommy a sauté dehors avant même que le véhicule ne s'arrête. Tu ne peux pas mettre ma fille dehors, a tonné son père en essayant de me pousser pour entrer dans la maison. Tommy était juste derrière lui, gonflant le torse comme s'il était prêt à se battre. J'ai levé mon téléphone, déjà en train d'enregistrer. Vous êtes tous les deux en violation de propriété privée. J'ai déjà appelé la police. Elle arrive. C'est la maison de ma fille. J'ai co-signé le prêt. Cette maison est à moi. A hurlé son père en me brandissant un dossier sous le nez. Mais j'ai vu l'hésitation dans ses yeux. Votre fille me trompe depuis des mois, ai-je dit assez fort pour que les voisins rassemblés entendent. J'ai des preuves de tout. Les reçus d'hôtel. Les messages. Vous voulez vraiment faire ça ici? En public? C'est à ce moment-là que les policiers sont arrivés. On dirait que la famille de Sarah avait oublié que j'avais le numéro du commissariat local en raccourci, après avoir réparé la moitié de leur flotte de véhicules. Tommy a tenté une dernière fois d'attraper la porte, mais s'est figé net en voyant les agents s'approcher. Drôle comme l'attitude des gens change vite quand ils réalisent qu'ils risquent une accusation d'effraction. L'heure suivante a été étonnamment calme. Sarah a fait ses valises sous la supervision de la police. Son père et son frère sont restés près de leur voiture, de moins en moins sur 2 à chaque minute. En partant, Sarah a tenté une dernière menace. Tu vas regretter ça. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Je me suis contenté de sourire. En fait, pour la première fois depuis longtemps, je sais exactement ce que je fais. Le lendemain, mon avocat a déposé la demande de divorce. Sarah a reçu les papiers à son bureau. J'ai appris plus tard qu'elle avait fait une scène monumentale, pleurant devant ses collègues en racontant à quel point j'étais cruel. Pendant ce temps-là, elle prévoyait depuis le début de prendre la moitié de mes biens et d'emménager avec Marc. Son avocate a contacté la mienne pour tenter de négocier avant que ça ne dégénère. Ils ont proposé de me laisser la maison si je versais à Sarah une indemnité énorme. Le montant était complètement délirant, comme s'ils pensaient que je cachais de l'argent quelque part. Mon avocat leur a dit d'aller se faire voir. Le week-end suivant a été chaotique. La famille de Sarah racontait à qui voulait l'entendre que j'étais violent, que je l'avais piégée dans un mauvais mariage, que je cherchais à la mettre à la rue. Certains de ses amis ont même posté des choses sur les réseaux sociaux à mon sujet. Ma sœur voulait répondre, mais je lui ai dit de les laisser creuser leur propre tombe. Sarah a essayé de revenir à la maison pour récupérer d'autres affaires, mais j'avais changé les serrures. Mon avocat a dit qu'elle devait désormais passer par les voies officielles. Elle a laissé un long message vocal disant que j'étais mesquin et immature. Assez ironique venant de quelqu'un qui s'est fait surprendre en train de fouiller ma maison avec son petit ami. Les semaines suivantes ont été un véritable cirque administratif. Leur avocate envoyait sans cesse des lettres agressives, prétendant que Sarah avait droit à tout parce que le nom de son père figurait sur le prêt. Ils pensaient vraiment m'avoir acculé. Ils ont même envoyé une liste détaillée de tout ce qu'ils voulaient, la maison, la moitié de mes économies, ma voiture de projet, et même mes outils. Comme s'ils faisaient leurs courses dans un catalogue. La première audience n'était qu'une audience préliminaire, mais Sarah et sa clique se comportaient déjà comme s'ils avaient gagné. Elle est arrivée avec ses parents, Marc, et un avocat à l'allure très chic, qui semblait tout droit sorti d'une série télé. Ils étaient tous assis ensemble, à chuchoter et à me montrer du doigt comme si j'étais une blague. Mon avocat m'avait conseillé de porter mes vêtements de travail, pas les habits graisseux, mais mon uniforme propre de l'atelier, avec mon nom et mes certifications. Il disait que ça montrerait que j'étais un professionnel qui travaillait dur, pas le fainéant qu'ils essayaient de décrire. Sarah a littéralement éclaté de rire en me voyant. Elle a dit à Marc, assez fort pour que tout le monde entende, que je ne savais même pas m'habiller correctement pour aller au tribunal. Quand l'avocate de Sarah a commencé à expliquer qu'elle avait soutenu ma carrière et aidé à construire l'entreprise, j'ai cru que j'allais exploser. Ils ont essayé d'affirmer qu'elle gérait la comptabilité de l'atelier, ce qui était totalement faux. Elle n'avait jamais jeté un seul coup d'œil à mes documents professionnels. Puis ils ont abordé la maison. Le père de Sarah a témoigné en disant qu'il avait co-signé le prêt parce que je n'étais pas financièrement assez stable pour être approuvé seul. Il présentait ça comme s'il m'avait fait une œuvre de charité. Mon avocat, lui, est resté assis, prenant des notes, parfaitement calme,
pendant qu'ils construisaient toute cette histoire complètement inventée. Le vrai spectacle a commencé quand ils ont mentionné Marc. Ils ont essayé de dire qu'il n'était qu'un simple collègue de travail, quelqu'un qui aidait Sarah à traverser une période difficile. Pendant ce temps, mon avocat avait imprimé des copies de leurs messages, des reçus d'hôtel et des photos de deux ensemble à des moments où Sarah prétendait être en déplacement professionnel. La mère de Sarah s'est levée et a fait un discours théâtral sur le fait que sa fille méritait une meilleure vie que celle d'être la femme d'un mécanicien. Elle a dit que je retenais Sarah et l'empêchais d'atteindre son véritable potentiel, et que le contrat prénuptial qu'il voulait que nous signions, et que j'avais refusé, aurait protégé tout le monde. Pendant tout ce temps, Marc était assis là, l'air suffisant. Il a même apporté des documents montrant son salaire et ses primes, essayant de prouver qu'il pouvait offrir un meilleur train de vie. Mon avocat s'est contenté de sourire et a ajouté les papiers à notre pile de preuves. Il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. Pendant la pause, j'ai surpris Marc et le frère de Sarah en train de discuter de la façon dont ils allaient redécorer ma maison. Ils parlaient de transformer mon atelier dans le garage en salle de sport. Le père de Sarah était déjà au téléphone avec un entrepreneur pour obtenir des devis de rénovation. Le plus étrange, c'est quand l'avocate de Sarah a essayé d'affirmer qu'elle avait une copropriété partielle de mes outils parce qu'elle avait aidé à les choisir pour l'entreprise. Mon avocat lui a demandé de citer ne serait-ce qu'un seul outil précis qu'elle aurait aidé à sélectionner. Elle n'a pas su répondre, puis a tenté de se rattraper en disant qu'elle voulait dire qu'elle soutenait le processus général d'achat d'outils. Le juge a littéralement levé un sourcil à cette déclaration. Ils ont aussi évoqué mes cours du soir, mais en les déformant complètement. Ils ont affirmé que je négligeais le mariage en allant à l'école au lieu de passer du temps avec Sarah, en omettant commodément le fait qu'elle passait ces mêmes soirées avec Marc. À la fin de cette première journée, l'avocate de Sarah a présenté leurs exigences. Ils voulaient la maison, prétendant que la cosignature de son père leur donnait des droits dessus. Ils voulaient la moitié de mes actifs professionnels, dont ils n'avaient pourtant aucune idée. Ils voulaient même ma voiture de projet, disant que Sarah avait supporté, pendant des années que je travaille dessus, et qu'elle méritait donc une compensation. Le juge a fixé une nouvelle audience pour la semaine suivante. En sortant, le père de Sarah a essayé de me coincer sur le parking, disant que tout cela pourrait disparaître si je signais simplement ce qu'il demandait. Mon avocat a tout filmé. La semaine entre les deux audiences a été une véritable torture. Je dormais à peine, sachant que tout ce pourquoi j'avais travaillé était en jeu. La menace du père de Sarah sur le parking tournait en boucle dans ma tête. Et même si nous l'avions en vidéo, je craignais que ce ne soit pas suffisant. Mon avocat m'assurait que nous avions un plan solide, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression que l'équipe de Sarah préparait autre chose. Chaque soir, je descendais dans mon atelier et je restais assis là, à regarder mes outils, me demandant si ce ne serait pas la dernière fois que je les verrais m'appartenir. Ma famille essayait de me remonter le moral, mais ils voyaient bien que j'étais au bout du rouleau. Ce que Sarah et sa famille ignoraient, c'est que toute cette pression ne faisait que renforcer ma détermination à aller jusqu'au bout. Quand la deuxième audience est enfin arrivée, j'avais l'impression de monter sur le ring pour le combat de ma vie. L'équipe de Sarah a fait défiler ses témoins un par un. D'abord leur expert, qui avait miraculeusement gonflé la valeur de mon atelier sans même y mettre les pieds, puis Marc, racontant son histoire sur les difficultés émotionnelles de Sarah liées à mon statut d'ouvrier, et enfin son père, tentant de réécrire l'histoire sur son rôle dans nos vies. Pendant tout ce temps, mon avocat prenait des notes avec ce sourire entendu, tandis que moi, je pensais au fait qu'aucun d'eux n'avait la moindre idée de ce qui allait suivre. Le véritable numéro a commencé quand ce fut notre tour. Mon avocat a appelé notre premier témoin, mon ancien patron de l'atelier. Du côté de Sarah, ils avaient l'air confus. Ils pensaient probablement qu'il allait simplement parler de mon sérieux ou de mon éthique de travail. Au lieu de ça, il a sorti un contrat datant de 6 mois. Il s'avère que lorsqu'il se préparait à prendre sa retraite, il n'a pas seulement embauché un directeur pour le remplacer. Il m'a vendu l'intégralité de l'entreprise. J'étais propriétaire de l'atelier depuis 6 mois, mais je continuais à travailler comme avant parce que j'aimais réellement le métier. Il fallait voir leur visage. Le sourire suffisant de Marc a disparu en un instant. Le père de Sarah a cessé de murmurer sans arrêt à l'oreille de leur avocate. Et Sarah, elle est devenue livide. Mon avocat a commencé à présenter les documents, les cours de gestion que je suivais depuis 2 ans pour me préparer à la reprise, le prêt que j'avais obtenu sans aucun cosignataire, et les états financiers de l'atelier. L'entreprise se portait très bien mieux qu'il ne l'imaginait. Les réparations spécialisées que je faisais sur des voitures de luxe rapportaient énormément d'argent. Puis mon avocat a révélé la valeur réelle de l'entreprise. Toutes ces nuits où Sarah pensait que je réparais juste des voitures, je construisais quelque chose de bien plus grand. L'atelier avait des contrats avec 3 concessions de voitures de luxe, un accord de maintenance de flotte avec une entreprise locale, et s'apprêtait à ouvrir un 2e site. Sarah a bondi et a tenté d'interrompre, disant qu'elle devait avoir la moitié de l'entreprise puisque nous étions mariés quand je l'avais achetée. C'est à ce moment-là que mon avocat a sorti l'acte d'achat, daté de 2 semaines avant que je découvre son aventure, entièrement payé avec mes économies personnelles et un prêt professionnel à mon nom uniquement. Le juge a demandé à Sarah pourquoi, si elle était aussi impliquée dans l'entreprise qu'elle le prétendait, elle n'avait jamais été au courant de la vente.
Son avocate a tenté de raconter une histoire sur des biens cachés, mais ça n'a pas fonctionné. Nous avions des preuves montrant que Sarah était avec Marc le jour même où j'ai signé les documents d'achat. Son père a essayé de sauver ce qu'il pouvait en reparlant du prêt immobilier. Mon avocat a calmement montré que j'avais déjà refinancé la maison. J'avais été approuvé facilement grâce aux revenus de l'entreprise. Le père de Sarah n'était même plus co-signataire. J'avais fait ça 2 mois plus tôt, pendant qu'ils étaient occupés à planifier comment me dépouiller. Pendant la pause, le chaos a éclaté dans le couloir. Sarah criait sur son avocat, lui reprochant de ne pas avoir mieux enquêté sur mes finances. Marc avait complètement disparu. Visiblement, apprendre que sa petite amie n'allait pas devenir riche a changé ses plans. Le frère de Sarah était au téléphone, appelant quelqu'un frénétiquement, pendant que leur mère essayait de calmer tout le monde. Le clou du spectacle, c'était le père de Sarah. Son visage était littéralement rouge de colère pendant qu'il hurlait sur son avocat pour avoir raté l'achat de l'entreprise, répétant qu'ils auraient dû engager un détective privé. Mon avocat a tout enregistré sur son téléphone, disant que ça pourrait être utile s'il tentait quoi que ce soit d'autre. Quand nous sommes retournés dans la salle d'audience, l'attitude de Sarah avait complètement changé. Soudain, elle pleurait, expliquant au juge qu'elle avait toujours cru en mes rêves et soutenu mes objectifs professionnels. Elle a même tenté de dire qu'elle avait renoncé à de meilleures opportunités de carrière pour rester en ville et m'aider à réussir. Le juge, lui, avait l'air totalement indifférent. Son avocate a essayé une nouvelle approche, affirmant que le soutien émotionnel de Sarah avait été essentiel à la réussite de mon entreprise. Elle a demandé un pourcentage de la valeur de l'atelier en compensation de sa contribution à sa croissance. Mon avocat a répondu en diffusant des enregistrements où elle se moquait de mon travail, me traitait de simple mécano-graisseux, et disait à Marc à quel point elle avait honte de mon métier. Et là, un type en costume est apparu de nulle part. Il s'est avéré que Marc avait envoyé son propre avocat. Ce type a commencé à expliquer que Marc n'avait pas connaissance de la complexité de la situation et qu'il souhaitait se dissocier de toute discussion financière. Sarah avait l'air d'avoir reçu une gifle. J'imagine que son petit ami n'était pas prêt à rester une fois qu'il a compris qu'elle n'allait pas toucher un centime. La décision finale était magnifique. Sarah n'a rien obtenu de l'entreprise. Le juge a déclaré qu'elle n'avait aucun droit sur quelque chose dont elle ignorait même l'existence. La maison m'est revenue libre de toute contrainte. Elle a gardé sa voiture, qui était de toute façon à son nom, et a obtenu une petite pension de transition pendant 3 mois. C'est tout. Sarah a complètement perdu pied. Elle s'est mise à pleurer en parlant de l'injustice de la situation, disant qu'elle avait gaspillé des années de sa vie avec moi. Le juge lui a carrément ordonné de se taire, sous peine d'être condamné pour outrage au tribunal. Sa mère a dû pratiquement la traîner hors de la salle d'audience. Les conséquences ont été explosives. Le père de Sarah a tenté de faire courir des rumeurs à mon sujet dans le milieu professionnel, mais ça s'est retourné contre lui. Il s'avère que les autres propriétaires de garages savaient déjà que j'avais racheté l'entreprise. Nous travaillons ensemble au sein de l'association locale des commerçants. Certains m'ont même envoyé leurs clients de voitures de luxe, juste pour enfoncer le clou. La réputation de mon atelier s'est encore améliorée. Les gens adoraient le fait que le patron travaille encore lui-même sur les voitures. J'ai commencé à attirer encore plus de clients haut de gamme, des gens qui voulaient quelqu'un qui savait vraiment ce qu'il faisait, pas juste un homme d'affaires ayant acheté un garage. Mais vous vous souvenez de la fuite de Marc pendant la pause au tribunal? Eh bien, le karma l'a rattrapé lui aussi. Il s'est avéré que son entreprise avait des règles très strictes concernant les relations au travail. Quelqu'un, certainement pas moi, a envoyé au service des ressources humaines les documents judiciaires montrant qu'il entretenait une relation avec Sarah alors qu'elle était encore mariée. Il a été rétrogradé et muté dans une minuscule succursale, à 3 états de là. Sarah a essayé de garder son poste, mais tout ce scandale a détruit sa réputation au travail. Le client qu'elle gérait avec Marc a demandé une autre équipe après l'affaire. Elle a fini par démissionner et a tenté de poursuivre l'entreprise pour environnement de travail hostile. Autant dire que ça n'a mené nulle part. Et pendant ce temps, mon atelier se porte à merveille. J'ai ouvert ce 2e site que je préparais depuis longtemps. J'ai embauché d'excellents mécaniciens qui apprécient réellement le métier. Le père de Sarah a essayé de sauver la face dans le milieu professionnel, allant raconter qu'il m'avait mentoré, tentant de s'attribuer le mérite de ma réussite. Personne n'y a cru. Les autres entrepreneurs avaient vu les documents judiciaires montrant qu'il avait essayé de me voler ma maison. Sa réputation en a pris un sacré coup. Apparemment, les gens n'aiment pas travailler avec quelqu'un qui essaie de dépouiller son propre gendre. Quant à la maison qu'elle voulait tant, je viens de terminer les rénovations. J'ai ajouté un superbe nouveau garage, 2 fois plus grand que l'ancien. Parfois, je la vois passer lentement en voiture, probablement en repensant à tous les projets qu'elle avait pour cet endroit. Son frère, lui, amène toujours sa voiture dans d'autres garages et paie beaucoup plus cher pour un service de moindre qualité. Le mois dernier, j'ai reçu un long email de Sarah. Elle y écrivait qu'elle regrettait ses choix et n'avait jamais voulu me faire du mal. Elle disait qu'elle avait compris que Marc n'était pas la personne qu'elle croyait, surtout après qu'il a accepté sa mutation sans même la prévenir. Elle voulait savoir si on pouvait parler de tout ça. Je n'ai jamais répondu. Ma sœur Jenny me répète que je devrais écrire un livre sur toute cette histoire. Mais pour l'instant,
Je suis trop occupé à gérer mes ateliers et à faire ce que j'aime, travailler sur des voitures. La meilleure revanche? Je porte toujours mon uniforme de travail la plupart du temps. Je pourrais porter des costumes si je le voulais, mais je suis sacrément fier de qui je suis et de ce que je fais. Les mécaniciens me respectent davantage parce que je n'ai pas peur de me salir les mains à leur côté. Nous venons de décrocher un autre contrat majeur, et j'étais sous une voiture en train de faire une inspection quand les clients sont arrivés pour signer les documents. Certaines amies de Sarah, qui se moquaient autrefois de mon métier, essaient maintenant d'obtenir un traitement de faveur dans mon atelier. Elles font comme si elles ne s'étaient jamais moquées de moi parce que j'étais mécanicien. Je les traite comme n'importe quel autre client. Pas besoin de petite vengeance quand le succès parle de lui-même. Édition, bon sang, ça a explosé. Merci pour tout le soutien, Reddit. Pour ceux qui demandent, oui, je suis toujours célibataire, et non, je ne cherche pas. Je profite trop de ma vie sans drame et je me concentre sur le développement de mon entreprise.